tous, bonsoir à toutes, bienvenue. Nous entamons ce soir la troisième séance et pour le moment, a priori, en tout cas la dernière du cycle telle qu'on l'a prévu. On aura très certainement des occasions de revenir sur le sujet parce que forcément on n'aura certainement pas, comment dirais-je, on n'en aura pas fait le tour, mais il faut le temps de voir comment il peut reprendre forme, de quelle façon il rebondit, à travers d'autres occasions donc, que dès la rentrée on vous proposera. Pour cette troisième séance, nous avons le plaisir d'accueillir donc Madame Fabienne Brugère, qui est philosophe, qui est professeure à Paris 8, et qui est une spécialiste connue, reconnue du Caire, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle L'éthique du Caire. Et c'est pour ces travaux qu'on a pensé vraiment pertinent de la solliciter pour revisiter cette question du genre à travers cette affaire du Caire qui, dans beaucoup de cas de figure, capte tellement la question. Il y a presque un effet de résonance quasiment mécanique du Caire et du genre, ce qui est évidemment un piège en soi. Et c'est un espace de l'un à l'autre qu'on va essayer de dégager à travers sa réflexion. Sandro, qui a été un peu l'initiateur et le pilote de ce cycle, pour y être intervenu dans la première séance, avoir animé la seconde, va venir aujourd'hui dans cette séquence de clôture en discutant de l'intervention de Fabienne Brugère. Et puis sur cette base-là, on pourra, comme il est habituel, engager la discussion avec vous. Bonsoir, je suis très contente d'être là et de pouvoir conclure finalement cette réflexion sur le Caire. Je voulais vous dire d'emblée que je vais essayer de penser non pas tant la question du travail du Caire et des métiers de Caire, parce que ça, bien d'autres personnes, sociologues ou psychologues le feraient bien mieux que moi. Mais je vais essayer de penser le Caire, je dirais, comme forme de vie. Et à travers cela, bien sûr, la place du genre et l'éventualité d'un féminisme du Caire, ce qui nous mènera aussi à rediscuter d'un événement qui nous a tous concernés pendant cette année, l'affaire Weinstein, ces questions d'harcèlement sexuel et la manière dont elles ont sans doute reposé d'une certaine manière le concept de genre. Voilà globalement le parcours. Alors, je voudrais préalablement rappeler quand même un certain nombre de choses sur le travail du Caire, à savoir que le travail du Caire, certes, on sait bien qu'il interroge les rapports sociaux, on sait aussi qu'il met en jeu une articulation avec la famille, le travail à domicile, le partage entre le privé et le public. Mais ce ne sont pas tant ces aspects-là que je reprendrai aujourd'hui. En fait, je repartirai de quelque chose qui traverse ma réflexion sur le Caire, je dirais, dès le premier article que j'avais fait il y a longtemps, en janvier 2006, pour la revue Esprit, à savoir que nous sommes dans un domaine complexe. Nous sommes dans un domaine complexe parce que ce domaine concerne à la fois, je dirais, des dispositions, des manières d'être, alors que l'on peut traduire de différentes manières par souci des autres, sollicitude, ou encore capacité à prendre soin, ou parfois capacité à l'empathie, ce que l'on retrouve par exemple, j'y reviendrai dans le livre de Carol Gilligan, à la fois des dispositions et bien évidemment des pratiques, c'est-à-dire des activités de soins corporels accomplies dans un travail, que ce soit au titre
bien sûr, d'une profession, ou que ce soit dans l'espace privé ou familial. Ce qui fait que le domaine du care est un domaine ambigu. C'est un domaine ambigu qui croise des problématiques sociologiques et psychologiques, mais aussi, j'y reviendrai, éthiques et politiques. C'est un domaine ambigu également parce qu'il renvoie à la proximité entre les corps et la difficulté toujours à verbaliser cette proximité entre les corps. Il peut renvoyer aussi à la présence de la sexualité, de la mort, à l'emballement des affects, et bien sûr, dans les problématiques de care, la sphère de tout ce qui définit une affectivité est particulièrement importante. Et de plus, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du travail, mais ça vaut, et dans le domaine donc des professions de care, mais ça vaut aussi pour l'espace familial, eh bien, il a affaire aussi avec la récurrence de rapports de domination, qui ne sont donc jamais sans violence, ni même sans humiliation, ou sans des formes de mépris social, en particulier à l'égard des formes les plus corporelles, précisément, de l'activité ou du travail de care. Et donc, si je fais cet inventaire des ambiguïtés liées au care, c'est parce que je tiens à poser que le travail du care est toujours plus qu'un travail. Enfin, qu'il devrait être toujours plus qu'un travail. Et qu'il est donc au sens fort ce que j'appellerais une forme de vie. Et c'est cette notion de forme de vie que je vais essayer d'interroger, principalement par le biais du genre, puisque c'était l'enjeu, et puis aussi par le biais d'un questionnement sur le féminisme. C'est d'autant plus important que je ne sais pas si vous connaissez bien le champ du care, mais c'est un courant théorique donc extrêmement récent. C'est un courant théorique qui est né en Amérique du Nord dans les années 80, hein, au moment finalement d'un certain nombre de mises au point de mesures en fait néolibérales aux États-Unis. Et c'est donc un courant théorique qui, depuis ces années 80, s'est beaucoup transformé. Il s'est beaucoup transformé en particulier quant à la manière dont il a pu considérer le concept de genre. Au moment où Carol Gilligan écrit Une voix différente, avec l'idée que les femmes ont une autre manière de penser la morale que les hommes, elle est souvent accusée en fait d'essentialisme. C'est-à-dire, on l'accuse souvent de renforcer à partir du champ de la morale les différences justement d'identité entre les hommes et les femmes. En fait, à partir de cette accusation, c'est du coup un courant qui va beaucoup évoluer sur la manière dont il interroge le genre et la possibilité d'un féminisme. Et là-dessus, j'aimerais juste rappeler un certain nombre d'éléments sur ces évolutions pour que vous les ayez en tête avant que l'on fonce dans le livre de Gilligan et dans une définition en fait du lien entre care et genre. Il faut avoir en tête que c'est donc un courant au départ qui va, je dirais, à contre-courant d'un féminisme d'inspiration foucaldienne, en héritage du post-structuralisme. Et donc, en ce sens, c'est en ce sens qu'en particulier les féministes post-structuralisme vont accuser l'éthique du care de distribuer de nouvelles identités masculines et féminines. En fait, les éthiques du care vont essayer de contrecarrer finalement cette assignation aux identités. Et elles vont le faire dans des travaux très amples et qui vont concerner d'ailleurs largement aussi la France, parce qu'il y a une grande réception de tout ce qui est du registre du care en France, et même des inventions. Et vous avez par exemple, je mentionnerai du coup quelques travaux, les travaux de Sandra Logier sur l'éthique,
les travaux d'Elsa Dorlin qui introduisent des analyses intersectionnelles sur le lien, bien sûr, genre, race, classe, mais aussi les travaux de Patricia Papperman dans le registre de l'épistémologie de la sociologie, les travaux de Pascal Molinier dans le domaine de la psychologie du travail, les travaux de Marguerite Robinson dans le domaine des relations internationales, les travaux de John Tronto qui concernent le lien entre politique et démocratie, les miens qui ont plutôt concerné la connexion entre l'éthique et l'analyse précisément du néolibéralisme. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne les travaux sur le Caire, on est vraiment dans le registre d'un grand élargissement par rapport à ce qui avait pu se faire au début, dans les années 80, et par rapport à la manière dont on avait finalement cantonné la psychologie du développement de Carol Gilligan à une reconstitution finalement des identités donc masculines et féminines. Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer que la voie différente, telle qu'elle avait pu être thématisée par Carol Gilligan, est en fait une voie de résistance. Et que c'est une voie de résistance à un certain nombre de dualités et de hiérarchies, en particulier celles issues des sociétés patriarcales. Et là-dessus, je repartirai d'une phrase de Carol Gilligan qui a été prononcée 47 ans après Une voix différente, moment où elle écrit La voix différente, qui est donc vraiment le point de définition de l'éthique du Caire et de la possibilité d'une analyse à la fois des dispositions et des activités de Caire. La voie différente est une voie de résistance à ces dualités et hiérarchies, celles des sociétés patriarcales. Je vais repartir de cette phrase et je vais essayer à partir de là de montrer comment le Caire, à travers une analyse du genre, peut être du côté finalement d'une perspective, on pourrait dire, émancipatrice des individus. Et je vais le faire en 3 moments. Tout d'abord en essayant de définir le Caire comme une critique, à la fois dans le registre de l'éthique, de la politique et de l'épistémologie. Dans le deuxième temps, j'essaierai de vraiment établir le Caire dans sa version féministe, en montrant en même temps le côté malaisé, parce que précisément on repart du concept de vulnérabilité, ce qui n'est pas forcément facile quand on essaie de tenir des propos féministes. Et troisième moment, j'essaierai de définir le Caire comme une perspective. Donc premier moment, poser le Caire comme un projet critique. Alors bien évidemment, c'est en écho, si vous voulez, à certaines discussions qui ont pu avoir lieu, en particulier en France, sur la réception du Caire. En fait, au moment où on a dit mais le Caire, ce n'est qu'un supplément d'âme, c'est une affaire de bisounours, c'est une affaire de bienveillance un peu béate. Donc c'est en réponse en cela, et c'est aussi dans le cadre vraiment des études du Caire que je vais reprendre cette perspective. Donc, je voudrais vous montrer que le Caire est un projet critique, et assez étonnamment, je dirais, au sens kantien d'ailleurs de la critique. Il se définit par une attitude critique, une capacité de critiquer et de remettre en question des autorités extérieures puissantes. C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre le projet chez Gilligan de la mise en avant et aussi de la reconnaissance d'une voix différente. C'est ce que je vais essayer maintenant d'exposer. Je veux dire par là que, comme vous le savez peut-être, le livre de Carol Gilligan était un livre de psychologie du développement moral, et donc un livre qui partait précisément de la nécessité
de réfléchir à une éthique du care à partir d'enquêtes, d'observations empiriques et d'entretiens sur ce que les hommes et les femmes, sur ce que les filles et les garçons peuvent dire de leur rapport à la morale et sur la manière précisément dont les uns et les autres justifient leur conduite morale. Dans ce registre, il y avait un point important qu'on a appelé le dilemme de Heinz et qui concernait en fait un garçon et une fille de 11 ans, Amy et Jake, qui avaient donc été interrogés dans le cadre protocolaire de ce dilemme de Heinz. Ce dilemme de Heinz, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donc une hypothèse imaginaire, mais qui est là pour penser une manière de dénouer la réalité. La femme de Heinz est malade et elle va mourir si Heinz ne lui fournit pas un médicament précis. Heinz n'a pas l'argent pour l'acheter et le pharmacien refuse de lui donner. On est en plus aux États-Unis, où la question des remboursements des médicaments est beaucoup plus préoccupante qu'en France. Et donc la question qui est posée à la fois à Amy et à Jake, c'est Heinz doit-il voler le médicament? Jake, le garçon, répond oui de manière très affirmée, et ce oui, il le déduit mathématiquement et logiquement de ce qu'il expose comme étant la supériorité de la vie sur la propriété. Quant à Amy, elle hésite et elle propose plusieurs solutions qui mettent en avant une prise en compte précisément des besoins d'autrui. Toujours cette question des besoins. Et donc, par exemple, Amy, qui ne sait pas trop comment répondre, en même temps ajoute, si Heinz est en prison, eh bien il ne pourra plus s'occuper de sa femme. Et donc il n'y aura plus personne pour s'occuper de sa femme. De la même manière, elle dit, peut-être peut-on rediscuter avec le pharmacien, lui faire sentir le poids de sa responsabilité face à une situation de besoin. Si vous préférez, elle est dans le cadre d'une morale qui se définit, ou d'une éthique qui se définit à travers des rapports, on pourrait dire, narratifs. Et là-dessus, il y a une phrase de Carol Gilligan qui est particulièrement convaincante, suite à l'analyse du dilemme de Heinz, moment où elle écrit « Amy ne conçoit pas le dilemme comme un problème mathématique, mais plutôt comme une narration de rapports humains dont les effets se prolongent dans le temps. » Donc la voie différente, telle qu'elle apparaît dans le texte vraiment fondateur de Gilligan, c'est l'énoncé d'une voie morale alternative, dont Amy, pourrait-on dire, est une héroïne. Voie morale alternative qui fait apparaître une donnée de genre, à savoir que cette voie morale alternative qui repose sur le sujet de besoin et sur le fait précisément de penser la responsabilité des uns et des autres lorsque des besoins sont en jeu, eh bien, et généralement la manière qu'ont les femmes, je dis bien généralement, de problématiser leur rapport à la morale. Cette morale qui surgit dans cette idée de constituer à travers une scène finalement des possibilités et donc des relations narratives, c'est donc aussi une morale relationnelle, plutôt qu'une morale abstraite qui serait celle de Jake et qui, elle, repose sur une rationalité, celle des principes, celle des règles, celle de la loi. C'est une morale qui met en avant aussi l'empathie à l'égard d'autrui comme sujet de besoin, et puis également une reconnaissance de la responsabilité que nous avons à l'égard donc de la vulnérabilité
ou des besoins des autres. Mais en même temps, ce que pose Gilligan, c'est que fondamentalement, les voix féminines ne sont pas différentes des voix masculines, mais la domination des hommes, ce qu'elle appelle à d'autres reprises, pour faire vite, le patriarcat, eh bien les a rendues inaudibles et les a rendues surtout non sérieuses, en quelque sorte. De telle sorte qu'elles ont été renvoyées souvent à la question des sentiments moraux, à une prétendue nature féminine qui s'exercerait en particulier dans l'espace privé et qui pourrait ensuite se prolonger naturellement dans l'espace public. Et donc l'idée de Gilligan, c'est que précisément, il est nécessaire de valoriser enfin les voix féminines pour établir l'égalité entre deux conceptions de l'éthique. Une conception de l'éthique qui se réfère plutôt à des sujets de droit capables de prendre des distances à l'égard de leurs activités et structurées, pourrait-on dire, par un esprit logique, et puis et qui sont souvent donc associés aux hommes et à l'éducation que l'on donne bien évidemment aux hommes, et que Gilligan nomme une éthique de la justice qui est fondée finalement sur l'idéal d'une sphère publique qui serait neutre, et puis une seconde voie qui se réfère davantage à des sujets de besoin ou à des sujets vulnérables dont on doit prendre soin, ce qui, bien évidemment, demande des sujets qui agissent en faveur des autres et ce qui pose ce qu'elle nomme une éthique de la responsabilité. Donc, éthique de la justice d'un côté, qui est aussi une éthique des droits, et puis de l'autre côté, une éthique des responsabilités qui est elle-même une éthique, pourrait-on dire, du care ou du prendre soin, et qui d'une certaine manière pose l'importance du contexte et l'importance des relations et de la responsabilité collective en termes justement de morale. Carol Gilligan, donc vous disais-je, 27 ans plus tard, revient sur ce texte d'une voix différente. Et revenant sur ce texte d'une voix différente, elle ne le pose plus tant à travers la notion de différence, qui lui a valu justement forcément de nombreuses critiques, et pas seulement dans le champ français, parce qu'on sait que dans le champ intellectuel français, déjà la notion de différence, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, et qui bute contre ce qu'on peut appeler souvent l'esprit républicain. Mais même dans le champ anglo-américain, ça lui a valu énormément de critiques. Et donc, elle va requalifier cette notion de voix différente, et elle va la requalifier comme étant ce qu'elle appelle une voie de résistance. Et quand elle qualifie l'éthique du care de résistance, elle va alors associer en même temps cette éthique à un projet féministe lequel, de manière assez inattendue, ne va pas être pensé en termes politiques, mais en termes d'éthique, et donc d'éthique féministe. Cette éthique féministe, que l'on pourrait donc vraiment associer à l'idée d'une voie de résistance, qui serait celle de l'éthique du care, serait essentielle pour lutter, pour se libérer des formes d'oppression patriarcale qui, elles, imposent non pas une éthique féministe, mais une éthique féminine et des identités fixées, masculines et féminines. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais maintenant insister sur ce projet précisément d'une éthique féministe. D'une éthique féministe que Carol Gilligan associe à l'usage d'un qualificatif que l'on croyait pourtant souvent mort dans les derniers prolongements des sciences humaines et sociales,
à savoir le qualificatif de patriarcal. Ce qualificatif de patriarcal renvoie précisément au fait que nous serions dans une société hiérarchique, toujours hiérarchique, au sens d'un masculin fort et d'un féminin faible. Et là-dessus, on pourrait renvoyer précisément aux travaux pionniers de Françoise Héritier lorsqu'elle décrit dans toutes les sociétés ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes entre ce masculin fort et ce féminin faible. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'usage du qualificatif de patriarcal chez Gilligan. Et donc, contre l'éthique patriarcale qui serait féminine, Gilligan va défendre la possibilité d'une éthique féministe, c'est-à-dire elle va défendre la possibilité d'une résistance éthique. D'une résistance éthique qui serait donc une manière de se libérer du patriarcat, qui serait une manière de s'en émanciper, et cela aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en termes de rapport aux soins. Précisément parce que l'éthique renvoie à une décision, à une attitude et à un rapport à soi et aux autres. Cette éthique féministe, elle pourrait être interprétée comme l'énoncé d'une attitude critique. Comme l'énoncé d'une attitude critique à l'égard de sociétés qui sont encore patriarcales et donc à l'égard de sociétés dont on refuserait précisément l'autorité ou la hiérarchie. Et il me semble là-dessus que sur ce point d'une éthique féministe, qui serait donc l'énoncé d'une attitude critique, on pourrait tout à fait rapprocher les propos de Carol Gilligan aujourd'hui de la définition de l'attitude critique telle qu'elle avait été posée par Michel Foucault lorsqu'il avait commenté un célèbre opuscule de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? À ce moment-là, Michel Foucault avait essayé de requalifier ce moment des Lumières et il avait essayé de le requalifier de manière éthique comme une décision en faveur de l'inservitude. Ce qui, précisément, construit l'éthique comme étant une manière de refuser des assujettissements qui entremêlent le pouvoir et le savoir, mais comme une décision aussi de résister à l'autorité quand l'autorité est oppressante, quand elle est sur le mode de l'oppression. C'est bien précisément ce qu'avait posé Kant lorsqu'il avait voulu définir le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle. Attitude critique, disais-je, que l'on pourrait donc commenter avec la référence de Foucault à Kant et avec la référence du coup aussi au courage de la décision. Ce courage de la décision qui fait que précisément on décide de s'orienter soi-même dans la vie sans la direction d'autrui et en se révoltant d'une certaine manière contre toutes les autorités oppressantes. Ce courage caractérise donc une éthique qui est aussi une perspective, et là on peut poser un certain nombre de différences entre ce qui relève d'une éthique et ce qui relève d'une morale. Une éthique, c'est une perspective, un point de vue que tout un chacun peut prendre sur une situation difficile, sur une situation oppressive, en tant que cette situation entremêle des rapports pouvoir-savoir. Et donc, le sujet éthique est bien un sujet des assujettis, un sujet selon la perspective et en même temps un sujet qui décide à un moment ou à un autre de se gouverner soi-même,
dans un contexte et dans un système de relations. Ça peut, du coup, cette résistance éthique, être le point de départ d'une résistance politique. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans ce texte de Milligan, c'est que, à travers la voie de résistance, ce qui est pensé comme étant premier, c'est la décision éthique. Décision éthique qui est la possibilité d'un désassujettissement du sujet qui peut ensuite mener à une résistance politique. Et c'est ça que j'appellerais donc le Caire comme critique. Deuxième moment, ce Caire comme critique et cette possibilité d'une éthique féministe, elle bute contre un problème, contre un concept plutôt, qui a à voir avec les questions de Caire et qu'on retrouve bien évidemment dans tout le travail du Caire, c'est la figure, c'est le concept de vulnérabilité. Que l'on soit, quand on pense aux pratiques de soins concrètes, au sens large du soin relationnel, que ce soit les soins maternels, que ce soit le travail domestique, que ce soit le travail social, que ce soit les soins relationnels dans le cadre, par exemple, d'une maladie chronique, etc., eh bien, on est toujours en but avec le concept de vulnérabilité, avec une activité qui est fondamentale, mais qui en même temps est là, d'une certaine manière, pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Je reprends une expression de John Tronto, mais précisément avec ce que l'on pourrait appeler une définition de la forme de vie qui passe toujours par un soutien à la vie. C'est-à-dire que le Caire s'enracine dans la conservation de la vie, dans la nécessité d'assurer pour tout le monde un certain nombre de besoins, dont bien sûr cette figure du sujet de besoin plutôt que du sujet de droit, mais besoin au sens large de la nécessité. Le besoin, c'est aussi le besoin, c'est pas seulement le besoin de se soigner, c'est aussi le besoin de se nourrir, de se loger, le besoin de travailler, de s'éduquer, etc. C'est un sens très large du besoin qui ne pose pas de problème dans le terme anglo-américain need de besoin, mais qui pose souvent plus problème dans la traduction française parce qu'on réduit souvent, de moins en moins, mais on réduit souvent le terme de besoin à une définition très physiologique de la vie. Donc, forcément, si l'on est dans le registre de ce sujet de besoin, de cette question de la conservation et du soutien de la vie, eh bien, ça implique une analyse de la condition humaine et d'une condition humaine qui passe par la vulnérabilité, que ce soit d'ailleurs la vulnérabilité du soignant, mais ça peut être bien évidemment aussi la vulnérabilité du soignant. La vulnérabilité implique la nécessité, on pourrait dire, d'une forme de protection, d'aide, de soutien, d'accompagnement, d'interdépendance qui est enracinée dans le souci des autres. D'où un élément du coup fondamental, si on veut définir à partir du Caire une éthique féministe, c'est la prise en compte de la vulnérabilité et la possibilité de construire un lien entre vulnérabilité et féminisme. D'autant du coup que les inégalités de genre en matière de Caire, eh bien, doivent être pensées eu égard à ce concept de vulnérabilité. Là-dessus, je citerai un livre intéressant qui est celui de Judith Butler, Vie précaire, Precarious Life, livre dans lequel, justement, Judith Butler analyse la possibilité d'un refus des autorités oppressives par justement un recours au concept de vulnérabilité et au fait précisément que le féminisme aujourd'hui doit justement, écrit-elle, assumer une vulnérabilité que rien ne laisse présager. À partir de l'idée précisément qu'historiquement, cette question de la vulnérabilité, c'est justement une question
que les femmes connaissent bien, qu'elles ont connu à toutes les époques, qui est aussi une forme d'exposition à la violence, et que précisément, elles ont du coup d'autant plus cette possibilité d'assumer la vulnérabilité, et aussi, j'ajouterais, de la connaître. Et donc, en ce sens-là, assumer la vulnérabilité, c'est sans doute mettre en avant une collusion de la domination masculine que Carol Gilligan avait tout à l'heure nommé du terme de patriarcat, et aussi de l'impérialisme colonial, auquel il faudrait sans doute ajouter, là je vais un peu vite, excusez-moi, le règne sans partage de l'économie de marché. Et donc à ce moment-là, il faudrait bien sûr faire un diagnostic des vulnérabilités et rappeler dans ce contexte que les tâches de soins, en particulier corporelles, qui relèvent donc d'un usage ordinaire du care, eh bien, sont réservées aux femmes, aux pauvres, aux immigrés, qu'il y a bien tout un système de l'exploitation par le soin, et sans doute que l'une des dernières manifestations de cette exploitation, on pourrait dire systémique ou systématique par le soin, c'est cette expression de maltraitance institutionnelle telle qu'elle a pu être utilisée par le personnel justement des EHPAD, qui nous renvoie bien là à l'idée précisément de toute la manière dont on exploite, on pourrait dire de manière systématique, le travail de soins. Donc, féminisme, mais féminisme ancré de manière assez inhabituelle dans une reconnaissance de la vulnérabilité, qui doit pouvoir donc se retourner, on pourrait dire, en pouvoir d'agir, et qui dessine bien évidemment un cadre pour le care. Dernier point sur lequel j'aimerais assister, c'est sur le fait que du coup, si on suit cette ligne, eh bien forcément le care relève d'une perspective démocratique. Et c'est ça que j'aimerais reprendre en dernier point. Parce que, d'une certaine manière, ce dont il s'agit avec le care, si on le définit comme une critique, si on assume la vulnérabilité, eh bien, ce qui se dessine, c'est bien forcément une dénonciation de l'idéologie du libéralisme économique comme néolibéralisme, déployant, vous le savez bien, même si je vais très vite là-dessus, un modèle de l'individu performant, calculateur, et donc oublieux de toutes les formes de vulnérabilité. Mais plus encore, dirais-je, il s'agit aussi de renoncer aux fictions produites par l'idéologie du libéralisme politique, cette fois-ci, qui est structurée autour de la fiction de l'individu autonome et indépendant. La vraie structure de l'individu tient donc dans sa vulnérabilité, fondamentalement, et donc de ce point de vue-là, les soignants comme les soignés sont vulnérables, parce que l'humanité est fondamentalement vulnérable. Et donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, cette possibilité de penser le care, eh bien, tient largement, je vais y revenir, dans la voie et la diffusion d'une culture et d'une société démocratique. Avec le care, celles et ceux qui, d'une certaine manière, sont dans la galaxie, on pourrait dire, du soin, en le pratiquant avec les responsabilités lourdes qui vont avec, en bénéficiant ou en bénéficiant pas, c'est toute la question des chaînes de care, de ce qui marche et bien sûr de ce qui est aussi raté. Avec le care, donc celles et ceux dans la galaxie du soin qui adoptent des attitudes critiques vont faire jouer ce que j'appellerais une perspective du care, et que l'on doit donc comprendre comme l'introduction de relations horizontales. C'est en ce sens-là que j'entendrai largement la question de la démocratie, au sens d'une expérience, et d'une expérience de relations horizontales contre des relations verticales, quand elles sont des relations d'autorité oppressive. Je ne dis pas que toutes les relations verticales sont de cet ordre. Ce que je dis,
c'est que ce que propose le CAIR comme perspective critique et ce en quoi il est démocratique, c'est dans la perspective d'un renforcement des relations horizontales. Et donc, je pense à un aspect bien précis de la démocratie. Je ne suis pas du tout sur la définition de la démocratie comme état de droit, je suis uniquement sur la question de relations démocratiques. Et donc, bien évidemment, si on part sur cette perspective, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a un certain nombre de difficultés parce que comment fait-on surgir des relations horizontales? Comment fait-on surgir une éthique féministe, c'est-à-dire la possibilité justement d'introduire de l'horizontalité dans les relations hommes-femmes, en particulier dans la sphère du soin, alors même que la société reste habitée par des rapports de domination et qu'elle n'est certainement pas habitée encore par une reconnaissance du CAIR et des activités du CAIR. Le CAIR ne risque-t-il pas toujours d'être habité par la domination, d'être habité par ce qu'on pourrait appeler des contrats oppressifs? Ne sommes-nous toujours pas objets de pouvoir en tant que femmes lorsque l'on accomplit des activités précisément de CAIR? Ça, c'est une vraie difficulté. C'est cette difficulté qui tient au fait aussi que quand on décrit une voie différente, c'est toujours très difficile d'en faire vraiment une voie de résistance, parce qu'il y a tous les risques pour que la voie différente, eh bien, au bout du compte, aboutisse aussi à un renforcement des différences. Mais il me semble quand même qu'il y a chez Gilligan toute l'idée de l'écoute, toute l'idée d'un rapport à ce que c'est qu'entendre, et donc à la possibilité de trouver les moyens de faire baisser en quelque sorte le volume des discours dominants. Parler, faire résonner sa voix, sont des expressions que l'on retrouve souvent dans les éthiques du CAIR. S'il y a bien, d'une certaine manière, une guerre à mener, si on reprend cette perspective de l'éthique du CAIR et cette idée d'une éthique féministe, qui servirait ensuite à une politique féministe, et qui serait donc démocratique, comme si la démocratie pouvait commencer dans l'éthique. S'il y a bien une guerre à mener, c'est tout d'abord contre la tyrannie du silence. Inviter les femmes à la parole. Projet donc important d'une éthique féministe du CAIR qui se déploierait à travers la parole, ce qui suppose bien évidemment une société et une culture déjà suffisamment démocratiques. Acquise, pourrait-on dire, à la possibilité de la multiplicité des paroles, acquise sans doute aussi à la possibilité de la délibération. Rendre l'éthique des femmes visible, comme un projet féministe qui serait capable de changer l'ordre des places selon le CAIR, ou selon le soin si vous préférez, et l'ordre des places tout court, ne peut se faire, c'est bien le problème, que dans une société démocratique, car c'est le seul régime qui accepte le féminisme comme un pouvoir d'agir des femmes au même titre que les hommes. La démocratie rend possible effectivement une résistance, c'est-à-dire un pouvoir d'agir des femmes qui ne tient pas seulement dans une décision, même si l'élément de la décision est fondamental, mais aussi dans la possibilité de pouvoir être entendu. Il faut précisément, après la décision, pouvoir être entendu. Elle rend possible, la démocratie, la pratique d'une éthique, d'une attitude, d'une manière d'être féministe sur le mode d'une voix différente, mais surtout perçue comme différente, parce que n'existe pas précisément la hiérarchie du genre. Ce qui veut dire alors que la voix différente prend aussi en compte la réversibilité possible des positions contre tout partage binaire et essentialisé entre dominant et dominé, ou entre agent et patient. L'éthique féministe suppose donc une culture démocratique, une visée démocratique enracinée dans le débat public, la possibilité du dialogue et la prise en considération du dissensus ou du conflit.
Elle va avec la possibilité de pratiquer un féminisme, pourrait-on dire, on revient sur cette question des formes de vie ordinaires, et donc une éducation de soi et des autres à la différence. Ma conclusion sera la suivante. Toutefois, les sociétés qui se disent démocratiques, et donc qui a priori devraient permettre justement l'écoute de cette voix différente, le sont-elles et permettent-elles justement ce féminisme ordinaire de la vigilance des voix qui serait établi à partir de la valeur d'une société pluraliste? Ce n'est pas vraiment sûr. Si l'on reprend par exemple l'affaire Weinstein et tout ce que ça a pu produire et que vous connaissez aussi bien que moi, on peut faire deux analyses. D'un côté, nos sociétés ne sont pas démocratiques, puisque les pratiques de harcèlement, de viol, le silence qui entoure généralement ces pratiques révèlent bien un pouvoir des hommes sur les femmes et une hiérarchie selon le genre. La loi du silence n'est pas démocratique. Et dans ce cas, elle révèle une société encore patriarcale. Mais, deuxième moment, nos sociétés sont démocratiques, puisque les silences ont pu devenir des voix, quoi que l'on pense de la qualité ou non de l'établissement de ces voix, ont pu devenir des voix grâce à la mise en place de tout ce qui s'est fait précisément sur Internet, avec la version anglaise MeToo et la version française Balance ton porc, les deux n'étant pas d'ailleurs totalement équivalentes, on pourra en discuter longuement. Donc, on peut tenir deux choses à la fois. Et je dirais que la possibilité de parler, de rendre public, voire de dénoncer et de retourner la route, relève sans doute d'un féminisme devenu ordinaire qui trouve les moyens de son expression publique. C'est aussi, me semble-t-il, une sorte de résistance éthique, à savoir prendre la décision de parler et de se gouverner en tant que sujet. En ce sens, il y a là une forme d'éthique féministe, mais une décision qui récuse tout caractère abrupt ou distancié du gouvernement de soi. Car il s'agit de poser enfin, à un moment propice, avec des conditions enfin favorables, la possibilité que les autres se gouvernent aussi. Ce n'est pas seulement la question du gouvernement de soi, mais c'est la possibilité aussi pour les autres de se gouverner aussi. Donc, gouvernement de soi, gouvernement des autres. Souci de soi, souci des autres, ce que justement Gilligan décrit comme une éthique trop longtemps oubliée et démocratique. Toutefois, ce féminisme devenu ordinaire, cette résistance éthique, que l'on peut retrouver donc à la fois dans MeToo et dans Balance ton porc, même si on pourrait faire tout à fait d'autres analyses. Toutefois, cette résistance éthique ne fait pas pour autant une politique. Et après tout, ce qu'a permis l'affaire Weinstein, en termes de voix des femmes, c'est sans doute la possibilité effectivement d'une résistance éthique, mais je ne suis pas sûre que l'on soit passé de cette question éthique à cette question d'une politique féministe, et précisément cette possibilité d'une politique féministe, je crois qu'elle reste largement à construire, mais qu'on a déjà, en tout cas, des linéaments de ce que pourrait être une éthique féministe. Je vous remercie. Merci Fabienne de votre exposé. Donc l'exercice n'est pas simple parce que moi-même je découvre quelque part, je ne suis pas un spécialiste de la question des pensées et de l'éthique du Caire.
Donc ça a été un exercice en fait de venir chercher ce dialogue pour essayer de le mettre en lien, de le mettre en résonance avec nos propres travaux, notre propre réflexion, notre expérience aussi, les questions aussi vivantes qui appartiennent un peu au débat qu'on a au sein d'Athénis et puis avec les collègues dans le cadre de notre activité de travail, qui est une activité d'intervention. Voilà, donc j'ai plein de noms, plein d'éléments. Je vais essayer donc en deux temps, en fait, l'idée c'était d'avoir une discussion en deux temps. Dans un premier temps, d'essayer d'indiquer un certain nombre d'éléments, je dirais, de convergence, qui justifient, à mon sens, l'intérêt d'un dialogue avec l'éthique du CARE, voilà, à partir de notre position dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et dans un deuxième temps, voilà, j'essaierai de pointer trois questions. Trois questions, en fait. Plutôt des questions de débat ou de précision. Alors, ce que j'entends personnellement dans la proposition qui est formulée par l'éthique du CARE, c'est l'ambition, de mon point de vue, d'aller au-delà d'une réflexion simple sur la division du travail entre hommes et femmes et la revendication d'un traitement plus égalitaire entre les constructions du genre. Et donc j'y vois le projet de changer quelque part plus profondément la conception de la société. C'est un projet aussi d'un changement de société au-delà d'un simple rééquilibrage des positions construites par les catégories du genre. Et donc au sens effectivement aussi d'une philosophie politique, comme cela a été abordé dans le troisième point. Et alors moi j'avais envie de dire qu'il ne se limite pas à une posture critique, mais au sens de la description, mais quelque part qui ouvre aussi, et c'est un peu le sens effectivement de la troisième point, une perspective en fait d'action et de transformation sociale, susceptible de déplacer en fait le système de valeurs. Et le projet étant de dépasser donc cette dichotomie homme-femme, la dualité des genres, et quelque part de construire à travers le CARE une autre forme d'universel, et cet universel relevant d'un choix politique et sociétal. Et c'est ce que j'entends dans cette voie différente de Gilligan, c'est la proposition de penser un autre universel, et pas quelque chose qui serait complémentaire. Ce point de vue me semble intéressant à partir de la perspective qui est la nôtre au sein d'Athénis, parce que le projet qui consiste à organiser une transition d'un modèle économique et social fondé sur l'industrie à un modèle économique fondé sur le travail relationnel, à travers la relation de service et sur la coopération, me semble faire écho avec le projet de l'éthique du CARE, en termes quelque part d'ambition. Car il ne s'agit pas uniquement de revoir les positions relatives entre les sexes ou entre les métiers des professions qui sont socialement construites et valorisées de manière différentielle à l'intérieur d'une société et d'un système économique. Donc ce n'est pas uniquement de revoir ces positions, mais de reconsidérer tout le système de valeurs à partir duquel est pensé le travail comme activité créatrice de valeur, construisant des identités, du lien social et une perspective spécifique aussi de développement social. Autrement dit, l'enjeu n'est pas de donner plus de place ou une meilleure place aux femmes relativement à celle des hommes, mais de reconsidérer le système de valeurs attaché aux activités de la relation, du soin, du service, de l'éducation dans notre société et dans notre culture. Et je dirais aussi que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on mesure encore mal toute l'ampleur de la transformation que demande une sortie de cette pensée industrielle qui nous habite depuis des décennies, depuis 200 ans. Et à ce titre aussi, je pense que les théories du CARE, les propositions de la théorie du CARE, peuvent nous aider aussi à penser ce changement de paradigme, qui est un paradigme anthropologique, sociétal, politique, et dans lequel nous, on situe la question du travail comme une question centrale. Et donc l'intérêt aussi de déplacer la cible. Donc si dans les débats sur le genre, l'essentiel de l'effort est assumé par les femmes, donc ce sont elles qui prennent la parole, qui font cet effort de passer du silence à la parole, comme geste éthique, comme vous le décrivez. Dans la perspective ouverte par l'éthique du CARE, de mon point de vue, le travail à accomplir concerne tout autant les hommes
c'est à eux aussi, et peut-être surtout, de faire un sacré déplacement, c'est-à-dire dans une économie de services telle qu'elle, et de la coopération telle qu'elle progressivement a tendance à se développer, en tout cas que nous identifions comme un levier important pour une autre évolution possible de la société. Dans cette perspective-là, c'est aussi aux hommes d'investir une trajectoire leur permettant de trouver une place pertinente du côté de la relation, de l'écoute, de la sollicitude et de toutes ces catégories d'actions qui relèvent du care. Alors, juste pour continuer à tirer un peu le fil, il me semble qu'un élément comme ça, c'est un peu le point de départ. Cette idée, quelque chose d'une proximité très forte avec notre perspective, c'est que l'éthique du care est une éthique située, qui est attentive à la singularité d'une situation où des personnes sont en relation, chacune avec son histoire, ses motivations, son intelligence, dans un environnement spécifique qu'il faut considérer. Et les deux figures de la conduite morale que vous avez rappelées, qui a été discutée, c'est un peu le point de départ aussi des thèses de Gilligan. Donc ces deux figures que met en évidence Gilligan à travers sa critique de la théorie du développement de Colbert, résonnent beaucoup avec notre propre conception du travail, qui est construite en particulier par l'ergonomie de l'activité à travers cette distinction classique entre le travail prescrit, c'est-à-dire le travail théorique, abstrait, tel qu'on l'imagine, formel, tel qu'on le formalise, et le travail réel, qui renvoie à lui à l'activité concrète réalisée par les personnes en situation. Et donc, ces deux figures, on trouve d'une part, il y a la figure de Jake, donc de la conduite morale, fondée sur une approche plutôt normative. Vous dites un peu dans cette logique un peu mathématique, presque de raisonnement, de rationalité, donc où la maturité morale repose sur la capacité à justifier une conduite au regard de principes formels et abstraits, sur la base d'un raisonnement. Et puis à côté de ça, voilà, ce qui conduit effectivement, c'est des différents auteurs à constater une supériorité des petits garçons dans leur développement moral. Parce que l'autre figure, donc est celle de Amy, qui est incarnée par la petite fille, qui est moins capable de justifier rationnellement ses choix face aux dilemmes moraux de l'exercice qui est proposé. Et dans le raisonnement, on s'appuie davantage sur une mise en récit de la situation, sur la recherche, le déplacement possible des positions des différentes personnes impliquées, des acteurs, des protagonistes de la situation du dilemme, et la possibilité de trouver dans la relation et par le dialogue un autre type de solution, voire même de déplacer le problème lui-même. Or, nous savons que dans l'activité de travail, cette incapacité de rendre compte rationnellement ses actes, et donc la nécessité de passer par une narration pour révéler les enjeux de la situation, c'est-à-dire du travail réel, comprendre les potentiels à l'œuvre, identifier les arbitrages exigés par la situation, est en réalité un fait universel. C'est-à-dire que l'histoire de Amy, de notre point de vue, par rapport un peu à ce que nous on mobilise, quelque part, c'est un fait fondamental de toute activité de travail. Donc ces deux figures, il y a bien deux figures, mais qu'on peut déplacer entre un positionnement en fonction des catégories de genre et les glisser vers un autre positionnement par rapport à d'autres catégories que nous mobilisent par rapport à une vision abstraite du travail, le travail tel qu'il est décrit a priori sur des critères formels de planification, et le travail comme activité qui engage le sujet. Dans le travail, la tendance à expliquer trop vite sa conduite est plutôt la marque d'une faible autonomie, car l'activité reste trop subordonnée à la prescription, c'est-à-dire cette vision abstraite du travail, la conception théorique du travail à faire. Alors qu'une véritable autonomie repose précisément
sur une capacité réflexive qui passe souvent par un exercice narratif, et donc on retrouve bien cette dimension de passer par la narration, raconter ce qui s'est passé avec les détails, et c'est là où on voit émerger, apparaître les enjeux qui permettent d'avoir une autre compréhension de ce qui se passe, d'élargir, d'explorer les champs de possibles, et donc arriver à rendre compte de l'activité, de ce qu'on a au final décidé de faire. Ce rapprochement nous aide, me semble-t-il, à penser ensemble la manière dont on se représente la question de l'engagement subjectif dans l'activité. Soit le jugement et la décision relèvent d'une application de règles et de principes abstraits, génériques, soit le jugement et la décision relèvent d'un arbitrage en situation qui demande un processus spécifique de réflexivité, de narration, de dialogue, qui engage subjectivement la responsabilité de la personne et intersubjectivement les personnes qui sont en relation avec la personne dans la situation de travail. Il me semble alors que l'entreprise ouverte par Gilligan pour la reconnaissance d'une voie différente dans la problématique de l'action morale croise celle des sciences du travail qui sont les nôtres et qui consiste à promouvoir une meilleure reconnaissance de l'activité dans le travail, de tout le monde, comme engagement de la subjectivité dans une situation singulière. Et à travers une reformulation de la question des rapports de genre, l'éthique du care pose, à mon sens, la question de la conception sociale du travail et de ses formes de reconnaissance et de valorisation. Bien évidemment, à travers la question aussi de la division sexuelle du travail, mais du coup, voilà, c'est un peu de remonter en avant. Or, cette question des formes de reconnaissance de l'activité renvoie pour nous à la place du travail dans le modèle économique. Et donc, d'une part, nous avons le modèle dominant, issu de cette tradition industrielle de notre monde moderne, qui fait la part belle à une conception du travail comme capacité de maîtrise, de calcul, d'anticipation, de justification, d'explication rationnelle, de critères aussi rationnels, d'évaluation, de jugement, de planification. Des caractéristiques qui sont exigées par la nécessité de contrôler le processus productif de biens matériels standardisés. C'est ça, en fait. Le fruit du travail, c'est ça. Et donc c'est ça qui exige, en fait, de faire appel à des traits qui relèvent plutôt de la maîtrise, du contrôle, de la planification. Le travail est alors pensé de manière abstraite sur la base d'un process conçu pour obtenir un résultat qui doit obligatoirement être stabilisé à l'avance, où l'enjeu est celui de la conformité et où l'activité doit être conforme à cette vision du travail abstrait, donc doit correspondre à une application de la règle formelle, parce que tout écart est jugé comme une anomalie, un dysfonctionnement, voire une transgression. Et donc l'initiative, l'existence d'un sujet agissant peut devenir aussi une forme de transgression. Et donc face à ce modèle, nous cherchons à construire une autre conception économique du travail, économique au sens économique et sociétal, au sens politique, fondée sur la relation de service, sur la coopération, sur un rapport sensible au monde et aux autres, en mesure de reconnaître dans l'activité réelle le fondement de la création de valeur. Et donc c'est dans cette perspective qu'il me semble qu'un dialogue avec l'éthique du care peut être tout à fait profitable et intéressant. Donc j'en viens à trois questions, comme ça, trois questionnements problématiques. Le premier, c'est la question du périmètre de la notion de soin. Parce que, un peu compte tenu de ce que je viens de dire, je trouve qu'il y a une sorte d'ambiguïté. C'est pas très bien stabilisé, et j'ai remarqué, vous-même tout à l'heure, il y a la question du travail de soin, mais en même temps, c'est pas que ça. Et en même temps, on précise à chaque fois que ça renvoie à une catégorie beaucoup plus large d'activités, où on prend soin aussi de l'environnement, des objets, des institutions. Voilà, c'est voilà. Voilà. Et donc, voilà, une proposition en fait, de ma lecture en fait, de cet enjeu de cette étendue, parce qu'il me semble que dans la question du prendre soin, on peut avoir un peu deux entrées.
Une entrée qui est celle de la relation d'aide, où on prend en charge les besoins, alors là au sens restrictif, d'un être qui est en situation de fragilité, de vulnérabilité, mais pas avec toute la richesse de ce voilà, c'est ça. Où il y a quelqu'un qui est en position de prendre en charge quelqu'un qui n'a que sa fragilité, que sa maladie. Okay. Et donc ça instaure un certain type de relation. Et où je dirais, où ce sont les caractéristiques de l'autre en tant qu'être. On prend en charge l'autre en tant qu'être. Et donc là, ça renvoie effectivement à tout un tas de professions, des métiers du soin. Voilà. À côté de ça, en fait, dans cette idée d'essayer un peu de généraliser, d'universaliser, ça n'est pas trop ambitieux, je verrais bien la question du prendre soin comme une relation de coopération, où la relation à l'autre n'est pas la relation à l'autre en tant qu'être, mais c'est la relation à l'autre en tant que sujet d'activité. Ce dont on prend soin, c'est l'activité de l'autre. Et c'est ça ce qu'on retrouve aussi à travers les théories de la capacité, de la capacité d'agir, c'est-à-dire on prend soin des ressources de l'activité, de l'action de l'autre. Okay. Ça veut dire aussi qu'effectivement on peut penser l'autre aussi comme un être en devenir. L'autre n'est pas malade et on prend en charge le malade, mais on prend en charge l'autre aussi dans sa capacité de rebondir, d'être autre chose qu'il est. Et donc il me semble qu'il y a voilà, un peu ces deux figures, et à ce moment-là, quelque part, on peut ne pas concevoir le prendre soin uniquement en relation au métier du soin, okay, mais on peut considérer, c'est ma proposition, on peut tirer la couverture de mon côté, mais finalement que toute relation de coopération, que la coopération correspond à cette figure du prendre soin. C'est ça mon intuition, ma proposition. Voilà. Et ce qui permet en fait de poser une médiation par le travail, comme levier de construction de son autonomie dans la relation intersubjective. Et voilà, je fais juste voilà, une intuition, mais je pense que c'est la question du désassujettissement, qui passe aussi par une médiation. Voilà, et aussi éviter une relation trop directe, trop de proximité de être à être aussi, qui peut aussi dériver dans la perversion, dans la domination pure. Donc la question de la coopération pose en fait une qualité de la relation à l'autre qui me semble que nous on appelle coopération et que j'aime bien retrouver dans cette figure du soin. Et ça me paraît aussi important pour préserver la question du care de ce qu'on constate et que vous évoquiez, c'est-à-dire une forme aussi de ce qu'on peut appeler une industrialisation du travail de care au sens des professions. Et c'est ce qu'on peut constater dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans le travail éducatif. Je pense que derrière, c'est effectivement quelle est aussi la conception de cette relation de soins. Qu'est-ce qu'on entend par relation de soins avec effectivement une division du travail, avec une division très nette entre le soignant et le patient, sans aucune mobilité, sans aucune interchangeabilité des positions possibles. Voilà. Donc ça risque en fait de créer des stigmatisations fortes, à la fois du côté du soignant, dans une division du travail, elle-même avec les catégories de genre, bien sûr, qui sont toujours là, mais aussi une stigmatisation du bénéficiaire du soin, assigné à la place passible du patient. Et d'autre part, on peut penser par contre la question du care comme fondement de toute relation de coopération, c'est-à-dire une activité au service des ressources permettant à l'autre d'agir, d'être dans une dynamique de devenir, d'être mobile, fondée sur le souci de l'autre, comme attention, comme responsabilité vis-à-vis des capacités de l'autre. Voilà. Et je trouve que c'est, moi personnellement, je trouve dans le souci de l'autre,
un peu le caractère différenciant. C'est-à-dire c'est le souci de l'autre qui fait qu'on y va d'une autre manière et qui ouvre à une forme de réciprocité, c'est-à-dire où on fait ensemble. C'est le souci de l'autre qui ouvre la voie au fait qu'on est ensemble, même si dans des positions asymétriques à ce moment-là, mais qu'il y a quelque chose qui peut être pensé dans une réciprocité de la relation, qui peut être asymétrique, mais malgré tout réciproque, où il y a un échange possible. Bon, et donc cela permet quelque part de généraliser l'enjeu de la relation de soins au-delà du travail spécifique de care et de penser une relation de coopération ouverte avec certes des positions de symétrie mais mobile et fondée sur la reconnaissance réciproque d'une subjectivité qui est en mouvement par l'activité. La deuxième question, voilà, et que je reprends par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire comment on passe de la position éthique à une position politique. Parce que c'est là où ça aussi, ça résonne quelque part avec ce qu'on a essayé de commencer à construire. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que, et on en discutait encore ce matin entre collègues, on a fait une séance de supervision interne entre nous, et il y a eu plusieurs récits qui renvoyaient effectivement à notre propre confrontation, à des situations où on peut être confronté à des injures sexistes. Donc, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu nous-mêmes, on est pris en fait par cette question de ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, la piste en fait, c'est de comprendre la catégorie du genre comme quelque chose qui vient apporter une solution à une tension inhérente au travail, qui ne trouve pas d'autres espaces d'expression et d'élaboration. Cela signifie que les comportements et les conduites sexistes ne sont pas le problème, mais sont la tentative d'une solution. Et donc ça, dans l'action, pas pareil. Parce que du coup, il ne s'agit pas de résoudre le problème. Il s'agit de comprendre à quel problème c'est la solution, parce que si on est uniquement dans une dénonciation et une espèce de police des mœurs qui cherche à soustraire ça, du coup ça risque de ne pas marcher. S'il y a une fonction utile des rapports de domination genrés au travail. Et donc on sait en général que les conflits interpersonnels au travail sont le symptôme de l'absence d'une capacité d'expression, d'écoute et de délibération au sujet des conflits inhérents au travail. Et donc on peut faire l'hypothèse en fait que le conflit genré en fait semble indiquer un conflit touchant spécifiquement un conflit relatif aux questions que nous on appelle des critères de qualité du travail, le travail bien fait, et qui renvoie à une faculté de jugement. Et en cela c'est quelque chose qui peut se rapprocher avec cette question du geste éthique. C'est-à-dire qu'il faut porter un jugement pour savoir si ce que l'on a fait, soi-même ou l'autre, si c'est bien ou pas bien, si c'est juste ou pas juste, si c'est adapté ou pas adapté, par rapport effectivement à une compréhension située de la situation. Et donc c'est... Voilà, et donc il y a une sorte de tension entre des assignations de genre par rapport à des places, des métiers, des professions, de ce qu'on peut dire ou pas dire en fonction du métier qu'on a, de la position qu'on a dans le travail, et les formes, une tension entre ça et les formes d'organisation du travail. Donc on peut imaginer que c'est l'inadaptation de l'organisation du travail aux enjeux éthiques du travail comme activité, mobilisant un sujet dans une situation donnée, que c'est l'inadaptation de l'organisation du travail aux enjeux éthiques du travail, finalement qui vient mobiliser les rapports de genre d'une façon résolutive. Ça vient titiller, ça vient solliciter les rapports de force genrés qui permettent finalement de mettre un gros couvercle par-dessus et d'estomper quelque chose qui par ailleurs ne trouve pas l'espace pour être dit, vu, conscientisé et in fine aussi discuté, délibéré, collectivement. Voilà, donc on va faire un
peu votre avis par rapport à ça, mais je trouve intéressant. Voilà. Et ça passe à cette idée de comment on passe de la position éthique à la question politique. C'était un peu le sens de la troisième question qui est un peu plus brouillonne en fait, parce que c'est la question de comment on pensait l'action politique en fait. Par quoi ça passe? Et l'éthique du Caire met en avant toute une série d'idées, de valeurs, de principes. La question c'est, voilà, par quoi ça passe? Comment on y va? Comment on construit une meilleure démocratie? Alors tout à l'heure, parce qu'on voit que la démocratie c'est à la fois la cible, mais en même temps c'est déjà une condition préalable. Donc comment on y va? Et donc soit on y va avec effectivement un élément de discursif, comme ça, de revendicatif, discursif, et qui risque donc d'être idéologique, et donc de se réorganiser aussi par rapport à des positions plus idéologiques en termes de position féministe par rapport à une position patriarcale, comme ça, des idées. Une autre option, comme ça, une autre proposition, une autre entrée, c'est justement de tirer le fil qui lie la question éthique dans le travail à la question du politique. Et donc, quelque part, c'est comment arriver à construire les dispositifs dans un premier temps à l'échelle de l'organisation du travail. L'organisation du travail, il faut pas discuter, mais disons à l'échelle du travail, de construire les dispositifs, de les instituer nécessaires déjà pour faire advenir cette position, ce début de réflexion éthique, de débat éthique sur le contenu du travail, sur ce qui se joue pour l'activité des personnes, dans les enjeux de coopération, de sensibilité à ce qui se passe, de relation à l'autre, de ce que ça me fait, en quoi ça me permet d'avancer ou pas, en quoi ce que je fais a un effet pour l'autre. Voilà. Commencer à créer ça, et ensuite construire la trajectoire qui permette de relier, de faire reconnaître ces espaces à l'échelle du travail dans une forme d'institutionnalisation, à ce moment-là plus politique. Et donc de construire quelque part de nouvelles institutions politiques. Et c'était un peu la proposition à une époque de Christian, il y a un an comme ça, autour de cette notion de démocratie sociétale, c'est-à-dire de construire aussi une forme de démocratie fondée sur la reconnaissance de ce qui se joue dans le travail, d'un point de vue éthique, mais la question éthique dans une économie du service est très liée à la question économique. Parce que c'est la question de la création de valeur par rapport à ce que vous disiez de ce périmètre de besoins très élargi. Et que donc prendre soin de l'environnement, des autres, des bâtiments, de la connaissance des élèves. Voilà. Et du coup, comment arriver à construire, c'est ça en fait, quelque chose qui arrive à instituer dans l'espace démocratique, quelque chose qui permette de tirer ce fil à partir de ce qui se joue dans l'espace éthique, économique et sociétal inhérent au travail, à l'intérieur du travail, pour l'ouvrir dans la sphère publique du débat et du jeu démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Sandro, de ce retour très pointu, très bien amené, très intéressant tout simplement. Voilà, alors on a plus d'une heure, mais on a senti tous qu'il y avait là un niveau d'échange extrêmement élevé en fait, et c'est à la fois dû à la qualité de ce que vous avez dit, mais aussi dans ce que dit Sandro, à la reprise d'un certain nombre de choses qui se sont progressivement élaborées grâce aux séances antérieures, puis aussi également il faisait allusion à une réunion ce matin qui était bienvenue. C'est la vie. Voilà, alors je vous propose, si vous le souhaitez, de prendre la parole, d'adresser aux intervenants alors une question tout au fond, tout ce qui se propose. On va regrouper les questions pour ne pas
Aurélie Jantet. Donc je ne veux pas répondre bien sûr à la place de Fabienne Brugère qui est tout à fait capable de le faire, mais j'aimerais bien prendre part au débat parce que c'est vrai que vous avez soulevé un certain nombre de questions et que voilà, ça m'a envie de... il me semble que si j'ai bien compris en fait la proposition de considérer que toute coopération est une forme aussi de care, donc du prendre soin. Moi, je suis un petit peu gênée en fait par cette proposition-là, parce qu'il me semble que ça dépend de l'objectif de cette coopération. On a parlé en fait aussi du prendre soin, c'est aussi prendre soin de la vie, de la terre, des autres, mais des autres qui dépassent le simple cadre de l'interaction, de la coopération, c'est-à-dire aussi d'autrui en général. C'est-à-dire que quand on fait la guerre, on coopère. Je ne suis pas sûre qu'on soit dans le care, donc je pense que le care suppose de la coopération, mais à l'inverse, la coopération ne suppose pas forcément du care. Voilà, il me semble que voilà, c'est-à-dire que cette question du prendre soin, et là vous l'avez dit à plusieurs reprises, je suis allée un petit peu en retard, donc je ne sais pas si dans les propos de Fabienne Brugère c'était déjà présent, mais le fait de prendre soin, y compris des préoccupations écologiques, et je trouve que c'est vraiment passionnant d'avoir ça en tête aussi. Et tous les liens entre le care et la permaculture aussi, par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été travaillé, mais je trouve qu'il y a plein de choses qui sont assez étonnantes en fait, comme point de convergence. Et puis ensuite, voilà, le fait que prendre soin des autres, on a beaucoup parlé de ça, évidemment, c'est au cœur du care, mais il me semble que c'est aussi prendre soin de soi. Vous avez là, comme l'autre aussi parlé, de la réciprocité et de le fait que le soignant est aussi soigné à certains moments, voilà, etc. Que les places les rôles ne sont pas fixes, et ça c'est super important. Mais il me semble que lorsqu'on se dit, voilà, prendre soin des autres, peut-être faut commencer par soi, avec cette idée que le care, c'est aussi se traiter comme un autre et traiter l'autre comme soi, avec aussi cette idée qu'être attentif à soi, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on éprouve. Et là, je reviens à mon champ de préoccupation qui sont les émotions, parce que c'est aussi ça le problème dans nos sociétés, voilà, telles qu'elles sont, avec ce mythe de la rationalité. C'est qu'il y a effectivement peu de place pour les émotions et que du coup, je pense que c'est vraiment un vrai problème dans le prendre soin. Et que donc ça passe aussi par soi, à reconnaître aussi ses propres émotions, celles de l'autre, être en empathie, toutes ces questions-là. Merci. Rapidement, peut-être un peu dans la continuité de ce qu'a dit Aurélie Jantet, le lien entre care et coopération de l'activité. Il me semble que le mot intéressant, c'est l'interdépendance. En fait. Pour moi, le grand apport des théories du care, c'est de prendre conscience que nous sommes toutes et tous interdépendants. Si le chirurgien fait une si brillante carrière, c'est parce qu'il a une femme qui s'occupe d'un certain nombre de choses, plutôt une femme parce que c'est plutôt tout ça hétérosexiste. Et si la femme peut faire un certain nombre de choses, c'est parce qu'elle peut employer une nounou ou un homme ou une femme de ménage. Mais cet homme et cette femme de ménage sont là parce que cette femme de ménage a abandonné ses enfants philippins au fin fond de quelque part. Donc ça, c'est la chaîne du care que décrit Hochschild, par exemple. Et donc on voit bien que cette chaîne du care, comme l'a un petit peu dit Aurélie, n'est pas forcément du côté du prendre soin. C'est-à-dire cet ensemble-là produit ce que certains appellent l'anthropocène aujourd'hui. Enfin, donc pour moi, c'est l'interdépendance qui est fondamentale dans le care et qui met en cause le sujet autonome, rationnel, tout seul dans son coin, etc. Et donc, la question qu'a un peu posée Sandro, l'insulte sexiste, quelle fonction ça a? Alors là, je crois qu'il y a une vraie discussion, un vrai point de débat à avoir. Certes, ça peut être un déplacement d'une non-conflictualisation d'un problème au travail, mais Françoise Héritier ne dirait pas tout à fait ça. Il y a la valence différentielle des sexes est indépendante de l'activité, au sens où nous on l'entend à la tennis. Voilà. Enfin, il y a quelque chose là qui résiste à l'activité, quelle que soit l'activité que l'on a. Moi, c'est pour ça que je parle moi plutôt d'un point de vue intersectionnel, c'est-à-dire qu'il existe des rapports sociaux et que ces rapports sociaux sont résistants à l'activité, mais peut-être je me trompe. Voilà.
Et enfin, sur la question de la rationalité, il me semble que des deux côtés, de Jack et de Amy, il y a des rationalités qui sont agissantes des deux côtés. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, encore qu'il faudrait voir, mais bon. Enfin voilà, pour rééquilibrer un petit peu, il n'y a pas de la rationalité que d'un côté instrumentale et objective, mathématicienne, etc., et de l'autre qui n'aurait pas. Il me semble qu'il y a des rationalités des deux côtés. Voilà. Alors, des questions de Jean-Marie. Oui, merci. Je voulais juste confirmer que c'est très difficile de sortir du silence et de faire entendre sa voix. Et c'est pas qu'une difficulté genrée. Mais, alors, ceci dit, ce qui me touche et je trouve très intéressant et immédiatement assimilable dans des situations de travail, des situations qui sont les nôtres, c'est que ça dessine une figure de l'individu qui n'est pas l'individu tout-puissant. Alors on a dit calculateur, performant, etc. Mais c'est aussi cette figure d'un individu tout-puissant qui va respecter des règles dans le dilemme, ce que je retiens aussi, c'est-à-dire il va respecter des règles, qu'elles soient éthiques ou professionnelles. Il va toujours se référer à une règle abstraite et vouloir l'appliquer quelles que soient les situations, les circonstances, le moment. Contre, au contraire, quelqu'un un individu qui va réfléchir aux conséquences de ses actes, être capable de se projeter sur les effets potentiels de son action et de les prendre en considération au moment où il agit. Ça dessine aussi l'idée d'un individu qui, tout en n'étant pas tout puissant, je continue à employer le mot d'individu, c'est-à-dire qu'il n'est pas nié non plus en tant que personne, il ne devient pas un pion interchangeable ni dans le monde du travail ni ailleurs. Et en tout cas, c'est un individu qui ne se conçoit pas exister simplement dans la compétition, dans la concurrence, dans la rivalité avec d'autres, et donc ça ouvre la voie, comme ça a été dit, tout à fait à la coopération. Sur ces deux choses-là, et si on reste là sur le domaine du travail, après j'ai une question, c'est à la fois une ouverture, me semble-t-il, contre les pathologies de ce que Marianne Dujardin appelle l'idéal au travail, l'atteinte, la fixation d'une performance qu'on n'atteindra jamais, et le fait que l'on ne l'atteint pas conduit à des souffrances, des difficultés, peu importe, on est obligé d'aller vite. Mais c'est aussi une lutte, pas simplement donc, contre les pathologies de l'individu tout-puissant, c'est aussi une lutte contre les dysfonctionnements des organisations, les empêchements à agir que l'hyper-compétition, rivalité entre les individus produit. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui, effectivement, est vraiment extrêmement intéressant. Alors, ma question derrière, si j'ai bien compris, et Sandro a déjà repris un certain nombre de choses, je crois, on le dit chacun à notre manière, ça conduit à un individu qui va effectivement rechercher, et c'est dans l'air du temps, des relations plus horizontales. Il va les rechercher dans la société démocratique, mais aussi au travail. Et c'est un discours qu'on entend au travail. Et pourtant, à un moment, l'idée dans les relations verticales est revenue un peu comme, oui, ça existe aussi, on ne savait pas très bien où le mettre, avec en plus quelque chose, et c'est ça ma question, avec une frontière extrêmement difficile à tracer, me semble-t-il, entre une relation verticale et une relation verticale oppressive. Alors il y a une relation verticale qui ne serait pas oppressive, oui, on l'entend, mais ça mérite néanmoins d'être précisé et pas abstraitement. C'est-à-dire qu'il faut aussi que chaque individu, me semble-t-il, c'est chacun qui va fixer là où est la frontière entre l'oppression ou pas. Voilà, je vais arrêter là. Bon, l'intuition derrière tout ça, c'est que, et ça rejoint aussi la conclusion de tout à l'heure, c'est que ça ne concerne pas. Cette question-là ne concerne pas simplement, du coup, la gouvernance des entreprises. On a tendance à considérer que ce qu'il faut modifier, c'est le conseil d'administration, peut-être une deuxième chambre, ça a été dit, qui est aussi comme ça le pouvoir, pour que le pouvoir soit équilibré. Ça concerne quelque chose qui est de l'ordre des manières d'être, du savoir-vivre, j'allais dire, au sein...
qui permettent d'avoir des relations plus horizontales. Voilà. Sur la question des relations verticales et des relations horizontales, bien sûr, c'est extrêmement compliqué. J'ai voulu différencier relations verticales et relations oppressives, relations verticales et relations verticales oppressives, parce qu'il me semble tout simplement que quand on est, d'une certaine manière, on est quelque part. Et donc on est au milieu d'un État qui est un État de droit ou qui ne l'est pas, au milieu d'institutions, et donc d'une certaine manière, on est en étant déjà pris dans une forme de verticalité, précisément. Et cette verticalité, elle n'est pas forcément oppressive, elle peut être aussi elle peut aussi construire quelque chose. Après tout, un État de droit, c'est une forme de verticalité, des institutions, c'est une forme de verticalité, mais ça peut ne pas être oppressif. En tout cas, ça peut contenir le moins possible des oppressions. C'était par rapport à cette idée-là qu'on est toujours aussi constitué à partir de ce qui est déjà, et donc dans un certain rapport à une forme de verticalité, en quelque sorte. Sur l'individu, bien évidemment, il faut être aussi, c'est ça le sens des éthiques du Caire, et ça renvoie à ce qui a été dit aussi par Sandro, ça renvoie bien sûr à des projets, à des projets d'être ensemble qui sont toujours bien sûr du côté d'une réflexion sur effectivement les conséquences des actes. Ça suppose bien sûr d'être conséquentialiste. Et j'avoue que je suis effectivement conséquentialiste. Et on ne peut pas penser l'éthique du Caire indépendamment de tout le courant conséquentialiste. Si je remonte un petit peu plus avant, l'interdépendance, bien évidemment, l'interdépendance à partir de ce qu'elle peut porter comme qualité, parce que dans l'interdépendance, il peut y avoir aussi bien évidemment de la qualité, c'est-à-dire une prise en compte de l'autre, etc. Mais dans l'interdépendance, il y a aussi, et bien sûr, toutes les chaînes du Caire, et c'est bien précisément face aux chaînes du Caire qu'il est important de déployer une éthique du Caire. C'est face à la généralisation, on pourrait dire, du mauvais Caire, pour faire vite, qu'il faut précisément élaborer des éthiques et des politiques du Caire. Alors sur la question de la rationalité, de quelle rationalité, alors ça, et ça rejoint un peu la question des émotions aussi, ça c'est des choses sur lesquelles j'ai longuement travaillé, que j'ai pas pu exposer ici ce soir, parce que j'ai fait dernièrement un article justement pour Oxford University Press sur le lien justement entre les questions de Caire et la question du mode de rationalité qui est en jeu dans Caire, et la question aussi du coup des émotions et de la rationalisation des émotions qui est en jeu dans Caire. C'est des questions sur lesquelles j'ai longuement travaillé par le passé, parce qu'en fait au début j'ai travaillé sur la philosophie britannique, écossaise du XVIIIe siècle, et précisément sur la manière dont cette philosophie, et on pourrait généraliser d'ailleurs au courant des Lumières françaises, la manière dont se joue à ce moment-là une autre construction de la rationalité, qui est une construction non pas d'une rationalité abstraite, mais justement d'une rationalité qui se constitue à partir de la sensibilité, à partir des émotions. Pour faire vite, c'est comme si on reprenait le débat Descartes-Spinoza, la manière dont Damasio le met en avant en disant la vraie rationalité, c'est finalement celle qui démarre avec la sensibilité et les émotions. Et bien évidemment, ce que fait à sa manière Gilligan, c'est réapprécier aussi la rationalité et dire que précisément on ne saurait réduire cette question de la rationalité à la rationalité abstraite. Et bien évidemment, là il y a un combat qui est encore à gagner, qui a avancé mais qui est encore à gagner. Ensuite, sur éthique, sur le souci de soi et le souci des autres, j'ai pas tellement insisté là-dessus parce que j'ai beaucoup insisté sur la notion de décision, et en même temps la notion de décision, il me semble que ça implique un rapport à soi. Bien évidemment, l'éthique du Caire, c'est aussi le projet
c'est aussi un projet qui concerne précisément, on pourrait dire, les hommes et les femmes, avec l'idée que, puisque généralement les femmes se sont plutôt structurées par le souci des autres, et avec toute la figure, par exemple, du sacrifice de soi dans les sociétés méditerranéennes, mais aussi dans d'autres sociétés, eh bien, une éthique du care pour les femmes aujourd'hui, ce serait précisément de pouvoir combiner souci de soi et souci des autres. Ce serait justement d'introduire du souci de soi. Et du côté des hommes, qui ont été plutôt éduqués du côté finalement d'un rapport à soi et à la réussite de soi, et bien là, au contraire, ce qu'il faudrait plutôt penser, c'est la possibilité d'introduire davantage de soucis des autres. Et donc, il y a toute une reproblématisation éthique en termes de rapport à soi et aux autres, des rapports hommes-femmes et de la manière dont ils peuvent se constituer. Et donc, cette question de qu'est-ce que c'est qu'être attentif à soi, bien sûr, c'est fondamental. Et bien sûr que la question de l'attention à soi, ça passe à nouveau par la figure de la sensibilité, par la figure des émotions ou des affects. Enfin, par rapport à tout ce qu'a dit Sandro, c'était tellement riche et tellement juste que je reprendrai peut-être le fait, effectivement, sur relation d'aide, relation de coopération, qu'effectivement, toute relation de care, de toute façon, n'est pas nécessairement une relation de coopération. Même si l'idéal de la relation de care, c'est bien d'aller dans un retour toujours du soin, et que le retour du soin, il pose une figure de la réceptivité qui n'est pas seulement une réceptivité, qui est bien un retour. Et dans le retour, il y a bien toute l'idée de la capacité ou de la capacité du sujet précisément à faire. Mais en même temps, il y a quand même des situations limites. Il y a quand même des situations limites, et là on revient sur les analyses concrètes, bien sûr, du care. Si on prend le care précisément à destination vraiment d'une personne en fin de vie, cette question du retour, elle peut toujours se penser, mais elle est quand même, je veux dire, extrêmement minimale. De la même manière que quand vous prenez, par exemple, du côté du travail social, pour faire vite, par exemple, les maraudes, et la manière dont peut se jouer parfois la relation entre le maraudeur et le sans-abri, c'est parfois du registre de la limite, tout simplement parce qu'il peut y avoir aussi un refus de soins. Et que dans le refus de soins, il y a une forme bien sûr d'activité qui n'est pas du côté de la coopération. Donc effectivement, moi je pense que la relation de coopération, c'est l'idéal, on pourrait dire, en quelque sorte, du prendre soin, mais ça ne permet pas de rendre compte du caractère concret de toutes les activités de soins. Mais en même temps, ça a l'avantage de toujours poser la possibilité de relativiser l'asymétrie de la relation, et donc de la rendre plus démocratique, et de pouvoir aussi penser précisément, eh bien, je dirais aussi une certaine distance de la relation, mais une distance justement constructive, rapport de sujet à sujet. Et ça, bien évidemment, c'est précisément essentiel si on veut ancrer le care dans une approche démocratique. Et sinon, sur tout le reste, il y aurait beaucoup à dire. Sur la question du genre, sur la question des conflits genrés au travail, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, tout dépend du modèle théorique qu'on adopte. Soit effectivement, et le modèle théorique, il est toujours là dans la tête des gens, soit plus ou moins inconsciemment. Soit on a un modèle théorique à la Françoise Héritier, et à ce moment-là, effectivement, la question de la différence des sexes et de la différence de valeur, elle est pour Françoise Héritier vraiment constitutive des sociétés, de toutes les sociétés, et elle renvoie bien évidemment à toute la question de l'enfantement, etc. Et bien évidemment, du coup, elle transcende largement la question des activités de travail.
Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse du coup y répondre comme vous y répondez, soit effectivement, on pense que ce qui est premier, c'est la sphère de vie au travail, et à ce moment-là, et après donc la question de la communication entre les sphères de vie, et là on peut aller dans le sens de votre résolution. Moi ce que je pense, c'est que dans tous les cas de figure, les comportements, on peut avoir des comportements sexistes au travail sans être sexiste. Je veux dire par là que le comportement sexiste, il a plusieurs degrés. Il y a des degrés de conscience, il y a des degrés, si vous voulez, de répétition, d'action répréhensive et totalement pensée, et puis il y a des degrés inconscients. Il y a bien évidemment de l'inconscience dans le sexisme, et donc il n'y a pas que ça, mais il y a des formes d'inconscience dans le sexisme. Et donc dans ces cas-là, le dialogue, la possibilité du dialogue, elle peut tout changer, parce qu'effectivement, quand vous dites à quelqu'un, quand vous avez la possibilité dans un rapport de travail, mais encore faut-il avoir la possibilité de le faire, et donc il faut sans doute des dispositifs, quand vous avez la possibilité de dire à quelqu'un, là, tu as eu un comportement sexiste, eh bien, si le comportement était inconscient, et ça arrive, eh bien là, forcément, ça induit un changement. Je peux vous raconter un truc très drôle là-dessus. À quoi que j'ai peut-être pas le temps. Non, je ne vais pas commencer à vous raconter des choses. Parce que sinon... Mais en tout cas, voilà, ça dépend après des types aussi de harcèlement et de comportement sexiste. Ouais, juste quelques remarques comme ça. Par rapport à la toute première... Je vais prendre dans l'ordre. Par rapport à la toute première question du lien entre la coopération et la question de la finalité. Je pense que la question se pose en fait de qu'est-ce qui fait qu'on extrait l'enjeu de la finalité du travail. Et ça, c'est aussi une manière dont on est habitué à penser comme ça. C'est-à-dire à penser le travail indépendamment de la finalité. Et donc le même travail, on peut considérer qu'il peut s'orienter en fonction de finalités différentes. Et ça appartient effectivement à toute une histoire, tout un modèle aussi de pensée de l'organisation du travail qui justement met la question de la finalité à l'extérieur de l'espace du travail prescrit tel qu'il est conçu, déterminé, pensé pour les autres, comme ça. Et c'est là où je pense, enfin, c'est un peu cette intuition que justement dans l'activité, dans le travail relationnel, et dans les enjeux de coopération, la question de la finalité ne peut pas être évacuée. Elle se réinvite constamment, elle est là. Et notamment à travers, y compris c'est cette question du jugement sur la valeur, sur la qualité, sur le bien fondé. Du coup, ça réintroduit la question de la finalité. Et donc, à la limite, j'ai envie de dire, mais c'est une réponse un peu simple par rapport à la question de on coopère pour faire la guerre. Donc, il faudrait reprendre un peu ça, mais que quelque part, voilà, c'est peut-être une figure de la coopération, mais qui intègre aussi une finalité. Et à ce moment-là, si on définit la coopération, voilà, dans cette perspective du CARE, dans l'idée, on utilise souvent l'idée que coopérer, c'est prendre en charge, prendre en compte l'activité de l'autre dans sa propre activité. Voilà. Alors, est-ce que ça exclut la guerre? Je ne sais pas, il faudrait le discuter. Peut-être que pas. Mais peut-être ça donnerait aussi notre figure de la guerre. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Par rapport aux questions des relations horizontales et verticales, et ça renvoie effectivement à une question comme ça qu'on a débattue entre nous ce matin, c'est la figure de l'autorité en fait, la conception qu'on a de l'autorité, de comment se construit l'autorité. Et je pense que cette image d'une horizontalité qui s'opposerait à une verticalité, en fait, c'est surtout la notion de verticalité où la figure de l'autorité renvoie à un état de pouvoir figé comme propriété d'une personne, comme ça, avec très peu de mobilité et avec un enjeu aussi, qu'on avait discuté un peu à la première séance, de coercition. C'est-à-dire c'est le pouvoir légitime de coercition pour faire fonctionner les choses dans une organisation d'un certain type.
Alors que, effectivement, dépasser ça, c'est peut-être pas la question de l'horizontalité, parce que la question de la symétrie, elle est inhérente à toute situation de travail, de coopération et de care. Voilà, donc c'est pas l'horizontalité. Et quand on s'embarque dans des formes horizontales, souvent ça marche pas en fait. Voilà, donc je pense que l'idée c'est plutôt d'arriver à penser d'autres figures de l'autorité, et notamment une autorité fondée encore sur ce qui se joue dans le travail, et donc de penser l'autorité comme une reconnaissance de l'utilité de l'exercice du pouvoir en situation. Toujours dans cette idée de manière très située dans la situation, quelle est l'utilité de l'exercice du pouvoir de l'autre sur moi. Et souvent, il y a une utilité. Et même parfois, on en a besoin et on en demande. Donc ça permet aussi de construire des figures où il peut y avoir des positions différentes. Et ensuite, je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est la possibilité d'une mobilité, la possibilité d'accéder soi-même à la possibilité de construire pour soi-même une figure d'autorité, voilà, qui est toujours une construction. Et il y a une forme d'autorité qui me paraît très importante, comme ça un peu par rapport à la question de la coopération, et qui est très liée au souci de l'autre. Je pense que le fait de se soucier de l'autre construit une forme d'autorité très forte, en fait, de l'autre. Alors, peut être à double tranchant, voilà. Mais ça peut aussi construire une forme de reconnaissance, en fait, de cette asymétrie, alors, qui peut être sur le fil du rasoir, et pour ça que la relation, elle ne doit pas être laissée toute seule. Et autour de la relation de travail, c'est tout l'enjeu de l'organisation, des dispositifs institués qui permettent justement de... Mais, voilà. Alors, je voudrais peut-être faire juste une remarque, cette sera peut-être conclusive alors, c'est qui concerne le lien qui a été fait par chacun de vous, traité différemment, mais fait, entre cette section que nous abordons et la question du modèle économique, de l'espace économique dans lequel on raisonne. Je pense que la remarque tout à l'heure d'Aurélie appelle l'idée qu'à travers la question de la coopération, il y a la question, comme a dit Sandro, du périmètre du soin qu'on regarde, c'est-à-dire le jusqu'où ça va qu'on coopère. Il y a toujours quelque chose qui organise une limite au-delà de laquelle autre chose a lieu. Et les questions d'aujourd'hui, que ce soit le développement durable, que ce soit dans les relations de service, c'est ce qu'on laisse de côté, ce dont on ne peut pas s'inquiéter autant que dans une définition radicale on voudrait faire. La question éthique, alors pour le coup, au sens de Lévinas, c'était de dire, l'éthique c'était à la fois de considérer que bien sûr tout homme est mon frère, et qu'en même temps, tout le monde ne peut pas être aussi frère que ça avec moi. Et donc il y a forcément des qui sont moins frères que d'autres. Et l'éthique, c'est de faire avec ce drame-là, car on n'est pas quitte du fait qu'il y en a qui seront plus loin, car ceux que je mets plus loin, je ne suis pas quitte du fait de ce qui leur arrive. Donc, je dois faire avec à la fois les proximités qui sont électives de rapports de coopération plus actifs, et d'autres personnes qui sont mises plus loin, mais dont je ne suis pas, comment dirais-je, dessaisi de ce qui leur arrive, quand ce qui leur arrive concerne l'humanité qui nous tient ensemble. Et cette question-là pose la question de la frontière. Effectivement, la coopération, les gangsters coopèrent entre eux. Vous êtes d'accord, il n'y a même pas besoin d'aller chercher la guerre. Donc il y a bien une question de la morale, mais qui est savoir de quoi se soucie-t-on quand on coopère. Est-ce que c'est simplement de nous, mais de nous qui serait juste d'entre nous? Ou bien y a-t-il un il, pour reprendre la figure de Ricoeur, qui entre je et tu incarne le monde, la société, la morale, qui nous convoque ensemble. Et à ce moment-là, la coopération, elle n'est pas simplement un arrangement entre bandits qui rusent ensemble contre le reste. La bande,
elle est un arrangement d'un entre nous sous le regard, qui nous convoque ensemble dans un rapport qui nous fait appartenir à plus que nous-mêmes. Et cette relation-là, qui est l'enjeu du service, qui est l'enjeu du développement durable, qui est l'enjeu de la façon dont le travail fait société, qui est l'enjeu dans ce que vous avez dit. Et je trouve qu'effectivement, de le tester, la manière dont on peut avancer là-dessus, en passant par ce qui, dans l'économie du care, telle que vous l'avez présenté, s'est développé sans ce regard-là, du travail direct, ça c'est très intéressant, et je pense qu'effectivement, ce que Sandro a proposé comme occasion de s'approcher pour coopérer pour le coup, je crois que ça devrait être un vrai avantage pour nous, c'est sûr, pour vous, je pense. Ce qui me permet de dire qu'on a rendez-vous dans quelques temps. On va se retrouver. Et avant que ça se vérifie devant chacun, je vous invite à ce que nous allions, Zoé, c'est où? C'est comme d'habitude? C'est au forum. Au forum.